Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire. Depuis quelques temps, enfin depuis très peu de temps, c'est le deuxième moment hebdomadaire de ce journal qui revient sur les lectures après une semaine. Et c'est peut-être même d'ailleurs le premier qui revient vraiment sur une semaine de lecture. La dernière fois, j'avais parlé de beaucoup trop de livres et ça avait donné une longue vidéo qui parlait de plein de choses de manière assez décousue. Et aujourd'hui, je vais continuer à parler des mêmes livres que la dernière fois, sauf il y a un nouveau livre, sinon j'ai poursuivi les lectures que j'avais esquissées, que j'avais évoquées de manière parfois assez succincte dans les moments que j'ai pris la semaine passée pour parler de ces lectures un peu comme ça à brûle-pourpoint en plein dans la lecture. Et après cette première semaine de lecture, cette première vidéo, d'ailleurs, je me rends compte que peut-être que le fait de faire cette vidéo hebdomadaire où je parle simplement des lectures en cours va peut-être modifier aussi un peu, ça l'avenir le dira, ma façon de lire. Je lis un peu de manière anarchique et je lis un peu beaucoup de choses en même temps et peut-être bien qu'il serait bon pour moi et pour mon auditoire de me concentrer sur un, deux, trois livres en même temps. La dernière fois, je crois qu'il y en avait 15. Alors cette fois, je l'ai à peu près diminué de moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, pas tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de livres, alors je les sors ici pour vous montrer. C'est encore pas tout. Il y a toujours évidemment mon petit Montaigne. Et puis d'autres choses qui occupent ceci, sans oublier le monde merveilleux de la bande dessinée. Alors, ces livres-là, je les ai poursuivis, certains de manière beaucoup plus soutenue, beaucoup plus longue que d'autres. J'ai avancé dans certains livres alors que d'autres, j'ai un peu stagné. On ne peut pas tout lire au même rythme. Et évidemment, il y a des rythmes variés. Alors, je vais me concentrer sur les livres qui ont occupé le plus de temps cette semaine et commencer par le livre dont je n'ai pas encore parlé, puisque tous les autres livres, c'est des suites. Le livre dont je n'ai pas encore parlé, c'est Estive de Blaise Hoffmann. Blaise Hoffmann est un écrivain suisse roman, si je ne me trompe pas, on est ici aux éditions Zoé. Oui, il est effectivement voyageur et romancier, d'après la petite biographie qu'il y a au début. Mais ici, il n'est ni voyageur, ou pas tout à fait voyageur, ou voyageur autrement. Et il n'est pas tout à fait romancier non plus, même s'il nous raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle une estive, c'est-à-dire que pendant un été, il a été berger. Il a pratiqué l'estivage dans les Alpes vaudoises. Et ce livre, c'est le compte-rendu de cette expérience-là. Une expérience qui est tout à fait marquante pour lui et qui nous emmène dans des directions très variées. C'est une sorte de carnet d'expériences, de notes au jour le jour de ce moment de vie qui lui apprend des choses, mais aussi lui fait observer. Et puis, le fait réfléchir sur ce travail de berger, travail difficile, mais travail qui permet peut-être une certaine contemplation de la nature, un certain écart par rapport au bruit du monde, et aussi ça le fait revenir sur certains préjugés qu'il a sur ceci. Et puis tout ceci se fait avec des notes assez brèves, assez variées. Il raconte,
il réfléchit, il montre. Camping sauvage interdit, sauf autorisation du propriétaire. À quelques enjambées de la route de Longrain, le lac Nervaux, petite gouille peuplée de truites fario et arc-en-ciel, de perches et de brochets, des spécimens balancés par hélicoptère au printemps. Simple description. Sur la rive, 3 chaises longues, 3 parasols, 3 cannes à pêche, 3 vacanciers qui sirotent de grosses canettes, hochant la tête sur une musique électronique. Évidemment, le contraste avec le berger qui, lui, même si c'est le berger d'un été, n'est pas un touriste. Et les touristes sont assez énervants, assez perturbants pour les gens de la montagne. Et se mettre à la place des gens de la montagne, voilà aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant. L'un en a attrapé une. Donc, il a attrapé quoi? Une canne à pêche. Un poisson. Au bout de cette canne à pêche, nom de Dieu, l'autre juge. Oh, la petite pute, le plus expert des 3 les rejoint. Viens la petite, que je t'assomme avec ma grosse bite. Il la décroche, il l'assomme, il la vide, ils font santé. Il y a une certaine vulgarité ici qui apparaît. Il y a une certaine rudesse aussi des gens de la montagne, où tout d'un coup on se rend compte que ceux qu'on idéalisait, les bergers des Alpes, il y a toute une imagerie romantique, ben tout d'un coup ce sont des gens qui ont leurs malheurs, qui ont leurs défauts, qui peuvent être racistes, qui peuvent être des gens désagréables pour certains d'entre eux. Et puis il y a ce métier, ce travail difficile du berger qui nous est raconté au jour le jour, et les réflexions qui arrivent, réflexions autour de ce que l'on peut raconter, des légendes. Légendes. Du latin legenda, ce qui doit être lu. Lisez celle du vieux pâtre anonyme. C'était il y a 30 ans. Le vieillard habitait une cabane dont on ne distingue aujourd'hui qu'une structure de bois pourri qui se décompose dans la verdure. On montait leur porter à manger quand on était gamine, raconte la mère de la patronne de la buvette de Mayen. Il était tellement violent avec ses bêtes qu'on laissait la nourriture en contrebas, et il venait la chercher, il devait cacher un grand malheur. C'est du moins ce que beaucoup soupçonnaient. On ne savait rien de lui sinon qu'il était vaudois. Son nom de famille ressemblait à Martinet, Marletta, à moins que ce ne soit Martenet. Une fois, il n'est plus redescendu pendant plusieurs jours. On est monté, on l'a retrouvé mort. Voilà une légende très brève et très brutale. Cela se raconte avec le café, dans l'allégresse d'une terrasse estivale. Estivale, tiens, estive, on est l'été. Qui s'oublie dans le soleil, les rires et le fendant. C'était un vrai rude, un alcoolique. Jadis, le berger était celui que l'on attendait le soir, celui que l'on écoutait pendant les veillées autour du feu. Le transistor l'a remplacé. Le berger manque cruellement de souffle, d'amplitude. Il se dépouille, se renfrogne, se répète, se met à boire. Évidemment, on est à une époque où ce métier-là est un métier en voie de disparition. Et c'est peut-être aussi cette disparition-là que cherche à décrire Blaise Hoffmann dans ce très beau livre, Estive, dont il me reste encore quelques pages à lire, mais qui est une vraie expérience d'écriture, sans doute, pour lui, de vie et de lecture pour ceux qui, évidemment, n'ont jamais exercé le métier de berger, mais qui vivent proches des montagnes, comme c'est mon cas en Suisse, et proche des animaux, là. À quelques mètres de moi, il y a
pas forcément des boutons, enfin ils sont peut-être plus là en hiver, mais il y a des animaux. Et cette question du rapport à la nature, aux animaux, aux autres, à la montagne, me travaille. Elle entre évidemment en écho avec un deuxième livre dont je ne vais pas parler longtemps ici, c'est Le Derborance de Charles-Ferdinand Ramu. Ça, c'est ma petite pub intermédiaire pour vous inciter à aller écouter ma lecture suivie à haute voix de Ramu. Là, j'ai lu le deuxième chapitre, non plutôt le troisième chapitre de la deuxième partie. Et là aussi, je me rapproche de la fin, mais on n'a pas tellement envie de terminer ce genre de livre. On repousse la fin de la lecture. Et c'est ce que je fais aussi, je crois, pour le Se coltiner grandir de Mylène Tournier, un livre que je lis déjà depuis un certain temps, qui n'est pas très long et qui est assez espacé. Vous savez, des extraits de texte assez courts. Se coltiner grandir, c'est la vie qui se déroule poétiquement chez Mylène Tournier. Et j'ai lu, je crois, peut-être une vingtaine de pages depuis une semaine. Ça n'est pas ce qui m'a beaucoup occupé. J'ai lu un petit chapitre, c'est même pas une vingtaine de pages, non, c'est 10 pages. Bain de ville. On s'éloigne ici du bain de montagne de l'estive de Blaise Hoffmann pour la ville, autre lieu arpenté par Mylène Tournier qui marche dans la ville. Et ce qu'elle raconte ici, c'est justement ces déambulations en ville et les choses qu'elle voit. Et en cela, sa démarche est assez proche de celle que j'ai pu lire chez Blaise Hoffmann, d'observation des choses. Par exemple, au-dessus de la soufflerie du métro, le clochard en apesanteur. L'homme avait son sac à dos ouvert, mais c'était un clochard et personne ne lui a dit, comme si rien, ou personne ne le lui a dit, le sac à dos ouvert, comme si rien n'eût pu en tomber. La figure du clochard, la figure du berger, c'est peut-être des figures proches, des solitaires, des gens qui sont là dans la nature urbaine et la nature montagnarde, et qui font partie, j'allais dire, des meubles, et qu'on oublie de regarder. Marche me berce. Au café psychiatrique, les tasses sont de toutes petites chambres aux murs sales, mais les sucres roux sont en forme d'étoiles. L'homme porte quelques poils sur sa deuxième phalange, comme avoir sur le doigt un minuscule dos de primate. L'animal en l'homme. La ville et la montagne, au fond, se rejoignent ici. Chez Mylène Tournier, si on la compare à ce que je disais avant de Blaise Hoffmann, se coltiner grandir, il va falloir continuer à grandir, avoir 30 ans, à 30 ans, puis après un bain de ville encore, se coltiner mourir. Voilà ce qu'il me reste à lire dans ce livre-là, j'en reparlerai. Parmi les autres lectures qui m'ont occupé, puisque nous étions en ville, restons en ville. La ville de Mylène Tournier, c'est Paris. Mais là, on va faire un grand saut
à travers l'océan, Chronique de San Francisco de Armistide Maupin. J'en ai un tout petit peu parlé la semaine passée, mais c'était tout à la fin, donc les courageux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout ont peut-être appris que je m'apprêtais à lire ce livre-là, que j'avais commencé à le lire à ce moment-là. Là, j'ai quand même lu à peu près la moitié de ce livre qui est, je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6 de livres qui sont des chroniques de San Francisco, nouvelles chroniques de San Francisco, puis après ça change de titre. J'en ai 3 ici, je pense que je vais essayer de lire les 3, puis je verrai peut-être si ça me plaît pas mal d'aller me procurer la suite, mais de quoi s'agit-il? San Francisco, chronique de San Francisco, on est dans la San Francisco des années 1970, on est dans une époque de liberté aux États-Unis, et en particulier en Californie. Évidemment, l'actualité des États-Unis aujourd'hui, de la Californie, quand je tourne cette vidéo, il y a encore des incendies, non pas à San Francisco, mais à Los Angeles, mais dans des lieux qui... Je dois avouer, pour moi, j'ai eu tendance à confondre un peu, parce que je n'ai jamais été sur ces territoires-là. Et donc, dans cette Californie-là, très libre, des années 1970, il y a peut-être une nostalgie presque d'un âge d'or, de liberté. Notamment, alors la libération sexuelle est très importante, et on a affaire dans ce livre-là à énormément de dialogues. D'ailleurs, si on ouvre à n'importe quelle page, ben, vous pouvez voir qu'il y a des tirets partout, et il y a très peu de descriptions, tout est en dialogue, et on suit les tribulations de quelques personnages qui habitent pour une bonne partie d'entre eux dans la même maison, la même pension. Vous savez, la fameuse chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco s'allume, maison bleue adossée à la colline. Alors c'est peut-être pas celle-ci, mais elle doit pas être très loin. Où vous avez une logeuse qui propose des joints à ses locataires. Et puis une vie très libre aussi, avec la place importante de l'homosexualité, mais des rapports aussi d'amitié entre hommes, homo, femmes, hétéros, et on fréquente des lieux de drague, homo ou hétéro. Comme lieu de drague, il y a par exemple les supermarchés, mais aussi des lieux un peu plus nocturnes. Et on entre par ces scènes de la vie quotidienne de ces différents personnages, aussi les rapports de travail, mais aussi le moment où des gens un peu plus huppés ou qui se veulent un peu plus huppés essayent d'inviter un grand chef d'orchestre à leur soirée, mais celui-ci ne vient pas, on le redécouvre dans un lieu un peu plus malfamé à un autre moment, et on suit cette tribu, ces personnages qui sont tous sympathiques, parce qu'un peu cabossés aussi. Ils cherchent l'amour mais ne le trouvent pas. Ils font venir des gens dans leur chambre, ça change un peu tout le temps. Ils tombent amoureux très vite, mais très vite ça se tasse. Et il y a une idylle sur la patinoire, par exemple. Mona célébra son premier jour de liberté avec un cappuccino matinal chez Malvina. Quand elle rentra à Barbary Lane, Michael, je dis Michael à la française, c'est pas du tout comme ça qu'on devrait dire, Michael, était sous la douche. « Dis donc, t'as pas eu assez de vapeur au bain la nuit dernière ?» La tête de Michael émergea de derrière le rideau. « Oh pardon, ouvre une fenêtre si tu veux. »« Non, attends, je vais le faire. » Il émergea de la douche dégoulinant et entr'ouvrit la fenêtre. « Michael, mon chou, oui ? Tu peux me dire ce que tu es ce que tu es en train de faire ?» Même à San Francisco, on parlait mieux que ce que j'essaye de lire ici. « Comment ça ? Pourquoi est-ce que tu portes ton Levi's sous la douche ? » Oh ! Vous voyez le genre de scène, alors ça c'est pas la scène de la patinoire, c'est le titre du chapitre, mais ensuite il va draguer à la patinoire le soir où
la patinoire est le rendez-vous des homos, alors que là, vous remarquez qu'il y a Mona et Michael, donc un homme et une femme, mais qui sont plutôt amis, mais en même temps, ils habitent dans le même appartement, et puis il y a des ambiguïtés. Bref, on a toute cette histoire-là du rapport entre les personnages, cette liberté-là, pourquoi est-ce que il va sous la douche laisser son jean. C'est pour des questions esthétiques. Il semblerait que en frottant certains endroits du jeans, on l'use, etc. Enfin, il y a des techniques qui nous sont données ici. Et il y a quelque chose de très léger, mais qui grince parfois. C'est-à-dire, quand on se dit, ces personnages-là, on a le personnage de Mary Ann qui arrive de Cleveland, dans cet univers beaucoup plus libre que l'endroit d'où elle venait, et elle a envie de repartir. Où j'en étais, elle était à 2 doigts de repartir. Mais elle n'est pas encore repartie. Et elle va sans doute rester. Donc il y a quelque chose de très sympathique dans ces chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Je vais donc continuer à les lire. Continuons notre revue des livres en cours. Parmi les livres que j'ai terminés, en fait le seul livre que j'ai terminé durant cette semaine, alors que tous les autres sont des suites ou des nouveautés dans le cas d'Esteve de Blaise Hoffmann, c'est non pas cette pléiade entière de Camus, mais le tout début, le premier livre d'Albert Camus, L'envers et l'endroit, où là aussi, au fond, le lieu, la ville joue un rôle important. Il s'agit de plusieurs villes, notamment Alger, mais aussi Prague, où il fait un séjour. Et il y a le récit dans ces villes de moments forts dans la vie des gens, de ces moments où on se sent vivant. Alors c'est exprimé de manière encore assez maladroite par Camus, qui l'exprimera peut-être de manière plus précise par la suite. C'est un livre de jeunesse que L'envers et l'endroit, très court, qui est classé ici dans les essais, mais qui tient à la fois d'une sorte de récit parfois fictionnel, parfois semble-t-il autobiographique. Alors la part d'autobiographique, là aussi, elle est pas toujours très, très claire, en tout cas pas toujours très claire pour moi, même s'il y a plein de documents dans la fin du livre qui nous donnent des éléments, mais qui nous donnent surtout des éléments sur ce qu'écrivait Camus tout au début de sa vie, les balbutiements de l'écriture qui aboutissent à un premier livre qui est celui-là. Alors là aussi, on n'est évidemment pas encore dans le grand Camus, c'est pas encore ce que je lisais avec mes élèves cette semaine, le meurtre de l'arabe dans l'étranger, même s'il y a des liens qui existent déjà, mais il y a déjà cette attention, cet amour de vivre, cette attention au monde qu'on a déjà et aussi dans les autres livres dont j'ai parlé, qu'on a sans doute toujours dans les livres. C'est peut-être ce qui fait écrire, c'est qu'on a vu des choses dans le monde qu'on veut dire. Alors, lisons quelque chose de ceci. Lisons la fin, tiens, puisque j'ai terminé le livre, je vais en lire la fin. Un homme contemple, et l'autre creuse son tombeau. Comment les séparer ? Les hommes et leur absurdité. Mais voici le sourire du ciel. Sourire du ciel. Le ciel, évidemment, il est évoqué aussi dans Esteve, dans la montagne. Mais ici, on est en ville. La lumière se gonfle et c'est bientôt l'été.
Mais voici les yeux et la voix de ceux qu'il faut aimer. Je tiens au monde par tous mes gestes, aux hommes par toute ma pitié et ma reconnaissance. Entre cet endroit et cet envers du monde, je ne veux pas choisir, je n'aime pas qu'on choisisse. Les gens ne veulent pas qu'on soit lucide et ironique. Ils disent « ça montre que vous n'êtes pas bon ». Je ne vois pas le rapport. Certes, si j'entends dire à l'un qu'il est immoraliste, je traduis qu'il a besoin de se donner une morale. À l'autre, qu'il méprise l'intelligence, je comprends qu'il ne peut pas supporter ses doutes. Mais parce que je n'aime pas qu'on triche. Le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. Et je crois que là, on a un résumé de quelque chose qui restera chez Camus. Alors évidemment, ça sera développé et je vais poursuivre la lecture de ce gros bouquin qui continuera ces réflexions-là et les précisera. Au reste, comment dire le lien qui mène de cet amour dévorant de la vie à ce désespoir secret? Si j'écoute l'ironie tapie au fond des choses, elle se découvre lentement, clignant son œil petit et clair. « Vivez comme si », dit-elle. Malgré bien des recherches, c'est là toute ma science. Après tout, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Mais ce n'est pas l'important si je pense à cette femme dont on me racontait l'histoire. Elle allait mourir et sa fille l'habilla pour la tombe pendant qu'elle était vivante. Il paraît en effet que la chose est plus facile quand les membres ne sont pas raides. Mais c'est curieux tout de même, comme nous vivons parmi des gens pressés. Alors cette dernière remarque, difficile à relier avec ce qui précède, enfin en tout cas pour moi, mais il y a un peu de ça, ce Camus du début n'est pas systématique, il le sera beaucoup plus par la suite, mais cette dernière remarque est tellement vraie. C'est curieux tout de même, comme nous vivons parmi des gens pressés, à quel point les gens sont pressés tout le temps. Et la lecture, c'est justement prendre le temps de s'arrêter. Et c'est ce que je fais aussi ici, c'est pour ça que je vais continuer, et que je continue d'ailleurs déjà. Alors dans Camus, il y a dans les compléments son diplôme d'études supérieures en philosophie, que je suis en train de lire. Alors là, on est vraiment dans de la philosophie un peu plus académique, et la thématique est intéressante, c'est entre Plotin et Saint-Augustin, métaphysique chrétienne et néoplatonisme. Bon, question un peu complexe, mais qui essaye de comprendre la transition entre, d'un côté, la pensée grecque et la pensée chrétienne, et j'en reparlerai, je ne veux pas trop parler de ça aujourd'hui. Pensée grecque, pensée chrétienne qui sont en transition, bah tiens, transition justement qu'on peut ajouter pendant que le volet claque à côté. Si vous avez entendu un bruit, c'est ça, j'ai un volet qui s'ouvre et se referme, parce que il y a du vent, voilà, la vie qui continue. Mais justement, le rapport entre pensée chrétienne et pensée antique, pensée grecque, on l'a peut-être aussi dans les essais de Montaigne. J'ai poursuivi ma lecture à haute voix, j'ai pas lu la grand-chose, j'ai lu un essai qui poursuit celui dont j'ai parlé la semaine passée. La semaine passée, j'étais dans de la présomption, et ensuite on a dû démentir. Cet essai, comme le précédent, au fond, explique la démarche de Montaigne. Cette démarche qui consiste à se regarder soi-même. Et c'est peut-être à ce stade l'un des essais qui en parle le plus, le précédent encore plus, mais cette idée de se regarder soi-même, mais aussi de se montrer. Et là aussi, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler comme ça à des gens dont je ne sais pas trop qui ils sont. Et pourquoi faire ça? Pour moi d'abord, à quelque part. Voilà ce qu'écrit Montaigne. « Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi, de couleur plus nette
que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie. Et on pourrait au fond transposer ces phrases de Montaigne à celles du lecteur. Livre consubstantiel à son lecteur. Et si je parle des livres, c'est peut-être parce qu'ils me font. Et je parle de ce qu'ils me font. Et c'est une manière de parler de moi, mais sans en parler trop directement. Et c'est ce que fait aussi Montaigne. Au fond, il parle assez peu de lui-même dans les essais. Et pourtant, il parle tout le temps de lui-même, parce qu'il se montre en train de penser dans ses essais. Alors je poursuivrai, le prochain ce sera la liberté de conscience, question essentielle à son époque et encore aujourd'hui. Il me reste 3 livres à évoquer, 3 livres que j'ai poursuivis mais de manière assez sporadique, j'ai pas beaucoup avancé donc je vais pas en dire grand chose. Il y a Coulées brunes de Olivier Manonnier, mais là je crois que j'ai lu aussi un petit chapitre qui n'a pas fait avancer beaucoup la réflexion, enfin, parce qu'il est très court, qui évoque notamment le vocabulaire de Nicolas Sarkozy, qui est une étape majeure en France, en tout cas dans le langage politique qui se couvre de cette couleur brune, mais finalement on est allé tellement plus loin aujourd'hui et la langue a été tellement plus bouleversée que j'attends encore la suite du livre et puis surtout peut-être de sortir du landerneau franco-français qui n'est pas le mien puisque je suis suisse, même si évidemment ce genre de problème touche un univers plus vaste que celui-là. Donc je ne vais pas trop parler de ce livre-là aujourd'hui, mais je vais poursuivre avec beaucoup d'attention cette question-là, comment le fascisme inonde notre langue. On est à quelques jours ici, au moment où je parle de l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis, et sans doute que la coulée brune se poursuit, hélas. Il faut s'armer peut-être pour lutter contre. S'armer avec la langue, alors là aussi s'armer avec la langue française notamment, défense et illustration de la langue française de du Bellay. Alors là aussi, je lis de la poésie juste pour me faire du bien à la langue. Alors ici, bon, j'ai lu 2 poèmes de du Bellay durant cette semaine, le début des Antiquités de Rome, avec le Babylonien, ses hauts murs vantera, et ses bergers en l'air, de son Éphésienne, la Grèce décrira la fabrique ancienne, et le peuple du Nil ses pointes chantera. C'est un nationalisme de du Bellay, mais tellement préférable à celui de ces gens de la coulée brune. Et puis, pour terminer, en beauté, le donjon de Nalbuck. Je poursuis, j'ai commencé la saison 4, si je ne me trompe pas. Non, la 5e même déjà, oulala, je vais plus vite que ce que j'imaginais, où on est dans un monde d'elfes, mais d'elfes qui sont en guerre, alors que c'est pas du tout leur but, parce que les elfes dans cette histoire-là, l'elfe qu'on a rencontré depuis le début était pour le moins stupide, et elle est devenue reine. Et donc, bon, on va se retrouver dans cette saison-là. Alors, j'ai lu cette première bande dessinée-là, et puis j'ai commencé une suivante, dans un monde tout aussi farfelu que le précédent, et avec plein d'aventures, tout à fait hilarantes. Et voilà, cette beauté du monde elfique qui attire nos aventuriers dans un guet-apens dont certains sont plutôt satisfaits, même si la nouvelle reine est un peu paumée. Voilà, donc
le petit plaisir du donjon de Nahulbuck, que je vais continuer, mais là aussi, comme j'ai encore tout un tas de bandes dessinées de cette même série, je ne vais pas abuser de votre patience ici, parce que la vidéo est à nouveau assez longue, et il est temps qu'elle se termine. Et donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour reparler des mêmes livres. Je vais peut-être en terminer quelques-uns. Peut-être qu'il y aura des nouveautés, on verra bien. Au revoir.